That fresh morning. That fresh morning. Donc rappelez que vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on reçoit Mosley. Mosley, avec lui, on parlera de politique ce matin, c'est ça Mosley? Oui, nous allons parler de politique ce matin, comme à l'accoutumée, pour revenir sur un sujet qui occupe aujourd'hui le devant de la scène et des médias. Bon, là, il y a au moins quand même la politique. Oui, il y a un réveil, Oui, Jean-Ping a fait une sortie. Il y a un retour vraiment à la définition même qu'on voudrait de l'animation politique au niveau de notre pays, parce que le nouveau coordonnateur, sinon la nomination du nouveau coordonnateur des affaires présidentielles, cette nomination-là divise et réactive ou bien refait vivre l'opposition, parce que ça divise l'opinion et ça réactive l'opposition, et tout le monde sait que c'est lors du Conseil des ministres du 5 décembre dernier que Comment ? L'opposition était comme quand tu as ton téléphone et puis la maison du téléphone mode veille. désactive ta SIM. Après tu pars et puis il réactive. Hein. Ouais, à peu près. On a envie de croire. Que c'était ça. Donc, effectivement, depuis le 5 décembre, il y a un retour à l'animation politique. On voit comment les leaders des partis politiques, mais également de la société civile se lèvent. On a également un certain nombre de personnalités qui également donnent leur avis pour pouvoir exprimer leur point de vue sur cette nomination. C'est quoi leur point de vue ? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que on a un directeur, un coordonnateur général des affaires présidentielles qui a été nommé, qui n'est autre que Monsieur Noureddine Bongo Valentin, oui. Évidemment, qui est connu comme le fils du chef de l'État. Et on a eu le porte-parole de la présidente de la République, Jesse Lekora, qui a fait également une sortie au cours de laquelle il nous a présenté un tout petit peu les critères qui ont prévalu à la nomination de ces derniers. Notamment, ça tient compte de son parcours, d'abord scolaire. On nous dit qu'il a appris dans des grandes institutions en termes d'éducation au monde. Donc on a par exemple le Hilton College, on a l'Institut d'études orientales et africaines, la London School of Economics. Donc ce sont quand même de grands établissements au niveau de l'Angleterre qui font les merveilles de ces pays-là. Oui. Et à partir de là, on peut lui soupçonner quand même d'avoir un bagage intellectuel suffisamment bien taillé. Ensuite, on a également le fait qu'il a une expérience professionnelle. On se rappellera lorsqu'en 2013, il a été nommé directeur général adjoint d'Olam Gabon. Et ce poste lui a permis de voir comment on gère une entreprise. Et personne aujourd'hui ne peut douter qu'Olam est la plus grande entreprise privée au Gabon, notamment quand on voit les grandes infrastructures qu'Olam a eu à engager en partenariat avec l'État gabonais, notamment dans le cas de G16 ou encore d'autres structures qui existent. On a Sotrader et consorts. Donc, dès cet instant, le fait d'avoir été directeur général adjoint, ce n'est pas un petit bagage. Ça sous-entend qu'il a eu la possibilité de lire l'environnement économique national et de pouvoir s'enquérir d'un certain nombre de données qui lui permettraient... Et d'apprendre aux côtés d'un crack comme Gagan Gumta. D'apprendre aux côtés d'un quelqu'un qui aujourd'hui on reconnaît une certaine expérience, des connaissances solides en ce qui concerne la gestion des entreprises des multinationales. Donc d'ailleurs, Gagan aujourd'hui le représentant Afrique, de la région Afrique d'Olam, dont l'entreprise malaisienne, si je ne me trompe pas, donc, ou singapourienne. Donc, dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est d'abord ce qui a prévalu. Ensuite, c'est aussi quelqu'un, comme l'a souligné le porte-parole de la présidente de la République, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance des affaires aussi bien de l'État que de tout ce qui tourne autour de la politique. Par héritage, si on peut dire, le fait d'être toujours aux côtés de son père, le chef de l'État, donc le président Ali Bongo, il a forcément une lecture plus ou moins avisée des questions politiques, qu'il s'agisse des questions sur le plan national ou international. Donc, c'est tout ce qui a concouru et qui a permis à ce qu'on puisse le nommer. Maintenant, avant les interventions, ce qu'il faut déjà souligner, c'est que la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte que c'est vrai, je l'avais souligné ici à la dernière chronique de vendredi, qu'on a eu, c'est un poste qui avait déjà été occupé, qui a été plus ou moins créé en 2013, en 2003, à travers le décret numéro, je le rappelle, numéro 000-206/PR du 10 mars 2003, portant création et fixant les attributions et avantages du coordonnateur général des affaires présidentielles. Alors, dans ce décret, évidemment, il y a quelque chose qui est indiqué en article 2. On nous dit que le coordonnateur général
des affaires présidentielles est placé sous l'autorité directe du président de la République. Et en article 3, on nous dit le coordonnateur général des affaires présidentielles traite directement des dossiers qui lui sont confiés par le président de la République. Il coordonne l'activité des hauts représentants personnels et des représentants personnels. Donc, là-dedans, on a les missions qui sont dévolues au coordonnateur général. Sauf que ce que les gens oubliaient lorsqu'on va engager la discussion, parce que c'est là où il y a vraiment des griefs qui sont posés, c'est parce que les gens ne comprennent pas quelles sont ces missions aujourd'hui. Tout simplement aussi, c'est parce que... Et les missions sont définies dans le décret que tu viens de lire. Oui, sauf que ce n'est plus exactement ça. Est-ce que le décret a été modifié? Oui, il a été modifié également au dernier Conseil des ministres, parce que le décret dit désormais, du moins en travers la proposition faite par le ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, on dit sur présentation du ministre, je cite, sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création et fixant les attributions et avantages du coordonnateur général des affaires présidentielles. Ainsi, le coordonnateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République, assiste. On ne lui confie plus les dossiers que le président voudrait bien, mais il assiste le président de la République dans la conduite des affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Le coordonnateur, après on nous précise qu'il dispose d'un cabinet. Évidemment, c'est là où aujourd'hui il y a discussion. Avec l'opposition. Avec tous ceux qui se lèvent pour dire qu'aujourd'hui il y a forfaiture au sommet de l'État. Parce que, première chose, dans le décret initial de 2003, on nous dit que c'est le président qui lui confie un certain nombre de dossiers, mais là on dit qu'il assiste désormais le président de la République. Or, il se trouve qu'également... Quand quelqu'un te confie ses dossiers, oui, c'est que tu l'assistes, non? Non, c'est qu'il te donne la possibilité de pouvoir gérer un pan que lui devait faire. Oui. Donc tu l'assistes dans la gestion de ce pan-là. On peut dire à l'occasion au moment où il te confie ses dossiers. Voilà. Sauf que là, c'est de plein temps désormais. C'est-à-dire que... Non, c'est pas précisé que c'est de plein temps. Quand on dit il assiste, ça veut dire qu'à tout moment, il peut intervenir. Le fait d'assister définit en droit qu'on te donne une parcelle de responsabilité. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on te donne la totalité de la responsabilité. Oui. Il faut qu'on définisse les termes parce que le droit, c'est pas le foufou maïs. Mais, un terme en droit n'a pas la même signification qu'un terme dans le dictionnaire. Je suis d'accord avec toi et c'est pourquoi j'ai bien dit que ce qui divise les gens aujourd'hui, c'est cette question-là. C'est comme le terme compétence. Tu entends? En droit, compétence ne veut pas dire que tu ne sais pas. En droit, compétence veut dire que la loi ne t'accorde pas. Tu entends? Je suis d'accord. Voilà. C'est pourquoi je te fais comprendre qu'aujourd'hui, ce qui cause la discussion, c'est pour ça qu'il y avait la discussion voilà pourquoi on a commencé la discussion. Ce qui est marrant, c'est que personne n'était encore au fait de ce qui devait se dire. D'accord. Donc, dès cet instant, ce qui est aujourd'hui, comme je le répète encore, c'est que le problème qui se passe, c'est parce que dans le texte de décret, le premier décret de 2003, il est précisé que le président lui délègue, lui confie des dossiers. Le décret a été modifié? Oui. C'est normal. Maintenant, le fait qu'on ajoute assiste, ça passe dans l'esprit de l'opinion. Comme le fait qu'il est désormais pratiquement un personnage bis à la tête de l'État. Voilà, c'est ce qui ressort des gens qui se sont levés. Exactement, c'est ce qui ressort. À l'instar de qui Alors, on a par exemple Barreau Chambrier qui a fait une déclaration qui estime que la nomination de Noureddine Bongo Valentin à la tête de la coordination générale des affaires présidentielles est une provocation de trop. Pour lui, je cite bien, une provocation de trop. Ça sous-entend que pour lui... On l'a provoqué. Peut-être il s'agit provoqué. Parce que la question... On l'a longtemps provoqué, là c'est de trop. Parce que pour eux, il s'agit aujourd'hui, ou pour lui, il s'agit aujourd'hui de quelque chose qui prévoit déjà un ordre successoral qui ferait que, monsieur Bongo Valentin pourrait finir par succéder à son père à la tête du Gabon. D'accord. Parce que le fait qu'il soit nommé à ce poste-là lui donne la possibilité d'avoir connaissance d'un certain nombre de dossiers qui peuvent être économiques, politiques, sociaux, mais qui peuvent aussi revêtir le statut de dossier sensible ou de secret d'État et qui lui permettrait, lui,
de pouvoir avoir un avantage sur un certain nombre de possibilités en termes de candidature éventuelle au cas où il y aurait présidence de la République, élection présidentielle en 2023 ou en 2030 ou ainsi de suite. D'accord. Et Jean Ping, il dit quoi? Pour Jean Ping, également qui a fait une sortie, c'est également une provocation, c'est également une manière de prouver que aujourd'hui, quand on regarde l'exécutif gabonais, d'ailleurs, pour lui, le fait qu'on soit arrivé à cette nomination signifie simplement qu'Ali Bongo n'est plus en mesure de pouvoir gouverner. Donc, il n'est plus en état de gouverner le Gabon. Et surtout, il le dit si bien, donc je répète, Ali Bongo n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir usurpé en août 2016. C'est ça, c'est la déclaration de Jean Ping. Exactement. Jean Ping qui avait dit qu'au 1er janvier 2018, il sera président du Gabon. Bon. Il avait d'abord dit au 1er janvier 2017. Après, il a dit au 1er janvier 2018. Là, maintenant, il parle de monarchisation au fait qu'à chaque fois que le président nomme quelqu'un, le président serait incapable de diriger le pays. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que cette nomination suscite débat parce qu'en premier lieu, elle met en exergue le statut de la personne qui a été nommée. Vous avez notamment la filiation. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, qui est le fils d'Ali Bongo Ondimba. Ça aurait été Lembumba Lepandou comme à l'époque, ça ne causerait peut-être pas de problème. Ça aurait été Etienne Massar Kabila comme à l'époque, peut-être ça ne poserait pas de problème. Mais donc, quand pour eux, l'opposition, ça pose un problème parce que c'est son fils. Ça pose un problème parce que c'est son fils, mais aussi parce que ça pose un autre problème législatif ou encore juridique. C'est le fait que parce qu'aujourd'hui, dans la Constitution de la République, notamment dans le titre qui parle du président de la République, évidemment, on dit que le cabinet du président de la République assiste le président de la République dans la gestion du pays. Maintenant, c'est pourquoi c'était avance qu'il aurait pu peut-être nommer Noureddine Bongo comme directeur de cabinet. Peut-être ça n'allait pas causer autant de friction ou encore ça n'allait pas soulever autant de personnalités. Mais le fait de le nommer coordonnateur général des affaires présidentielles en l'absence d'un vice-président et qu'on ait même modifié le décret de 2003, pour eux, c'est comme dire que désormais Noureddine Bongo supplée son père dans la gestion au quotidien de l'État gabonais, donc de la République. Donc, dès cet instant, ça ne passe pas. C'est une pilule difficile à avaler. Et surtout que... quelles sont les actions qu'ils ont décidé d'entreprendre? Je crois qu'aujourd'hui, il dit bien qu'il faut désormais identifier l'ennemi. L'ennemi... Pourquoi... Et on est en guerre, là. Oui, nous sommes dans le champ lexical pratiquement du soulèvement. Lui, il a toujours été dans le champ lexical de la guerre. Pour ne pas dire de la confrontation, désormais, parce que de plus en plus, on enregistre depuis que... Non, il a fini d'abord. Il a dit quoi? Comment? Il a fini d'abord. Il faut désormais identifier l'ennemi. Pour faire quoi de l'ennemi? Pour le stopper. Pour le neutraliser. Pour le neutraliser. Et quand il a dit il faut désormais identifier l'ennemi, qui identifie l'ennemi? Mais l'ennemi, c'est celui... Non, je ne dis pas c'est qui l'ennemi. Je dis qui doit identifier l'ennemi. C'est aussi bien la population que les chefs de partis politiques. Donc la société civile en même temps. La population. Il dit bien, le temps est venu de désigner l'ennemi, de se lever et de marcher. Donc il faut désormais recommencer à battre le pavé. Ou carrément arriver à une situation d'insurrection. Peut-être. Mais c'est qu'il appelle la population gabonaise à se soulever. À manifester son mécontentement face à ce qu'il qualifie aujourd'hui d'un certain nombre de décisions qui ne sont pas de nature à... Est-ce qu'il est revenu sur la situation actuelle des détournements en tant qu'opposant? Il en a parlé. Il en a parlé. Il a dit quoi? Il en a parlé parce que nous, ça faisait longtemps que l'opposition s'était exprimée. Excuse-nous de te poser toutes ces questions, Mosley. Oui. Tu comprends quand même tu comprends nos préoccupations. On sait que c'est pas toi l'opposition, que tu ne fais que relayer l'activité politique au Gabon, que ce soit l'activité politique de la majorité présidentielle ou l'activité politique de l'opposition. On a une grande question qui est là. Comment l'opposition s'exprime face à la situation des détournements successifs? Je crois qu'il condamne. Parce qu'il dit... tu ne crois pas. Donc s'il n'en a pas, n'interprète pas. Je n'interprète pas. C'est pourquoi je vais le citer. Parce qu'il dit que les ennemis du Gabon, ce sont toutes les personnes qui, je le cite, qui condamnent le Gabon à se saigner de toutes ses ressources financières, laissant à l'abandon l'école et la santé. Celui qui condamne notre pays à la mort lente, celui-là est l'ennemi. Donc, évidemment, entre les lignes, il condamne tous ceux qui ont
a eu une attitude de prédation vis-à-vis des finances publiques de l'État. Tous ceux qui se sont inscrits dans la logique des détournements de deniers publics, donc notamment certainement que quelque part dans un coin de sa tête, il rejoint l'opération anticorruption qui est en ce moment. D'ailleurs, on se souviendra que Jean Hérendon avait fait une déclaration récemment dans laquelle il condamnait avec véhémence la corruption qui gangrène l'administration publique, mais également les détournements de deniers publics, même s'il a reconnu qu'à leur époque, il y avait quand même des gens qui s'étaient engagés dans cette voie, mais eux, à leur époque, c'était pas aussi... l'appel. Oui, pour reprendre l'expression du général Jean-Boniface Asselé, oui, il prenait même la cuillère, alors qu'aujourd'hui, ce n'est même plus les tractopelles qu'on prend, on est carrément en mode bulldozer. Donc, on déracine même les coffres. Donc, dès cet instant, il est nécessaire aujourd'hui qu'on agisse, fortement pour pouvoir combattre l'ennemi. Donc cet ennemi n'étant autre que le pouvoir en place, et le pouvoir en place incarné par Ali Bongo Ondimba. Et si Ali Bongo Ondimba n'est plus en mesure de garantir la paix sociale, n'est plus en mesure de garantir le minimum vital aux Gabonais, donc il faut que la population se lève et marche. Et je disais tout à l'heure que nous sommes de plus en plus en train d'assister à l'éclosion d'un champ lexical menant au soulèvement, menant à la révolution, menant à la guerre. Prôné par l'opposition. Non seulement par l'opposition, mais même des gens qui hier encore étaient très proches des cercles de pouvoir. J'ai pu lire dans une communication où on a une ancienne ministre déléguée, Justine Lekoko, qui a parlé de guerre civile dans un post qu'elle a eu à faire sur son compte Facebook. C'est d'autant plus grave. Donc ça sous-entend qu'aujourd'hui... Il y a eu aussi une sortie d'Ali Akbar Onanga. Il y a eu une sortie d'Ali Akbar Onanga. Lui, c'était pour justifier, évidemment, justifier la nomination de Noureddine Bongo. Il n'y a pas qu'Ali Akbar Onanga. On a Ginzuma Nama qui a dit, lui, malgré le fait qu'il soit de l'opposition, qu'il ne trouvait pas d'inconvénient à ce que Noureddine Bongo Valentin soit nommé, parce que ça y va aussi d'une question de confiance. Ensuite, vous avez Abba Minko, le célèbre terroriste. Mais il n'est pas en prison. Oui. Mais comment il fait pour s'exprimer? Du fond de sa cellule, il a délégué son porte-parole pour pouvoir s'exprimer sur le sujet. Et lui, il a plutôt adressé des félicitations à Noureddine Bongo par rapport à sa nomination, précisant qu'il est toujours en cellule. On s'approche de décembre. Abba Minko, il ne veut pas la grâce là. Il ne veut pas que M. Noureddine Valentin parle au président pour qu'il ait la grâce présidentielle. Certainement. On n'oubliera pas qu'il était passé dans les médias. Quand même, je pense que l'État a vraiment été trop dur avec lui, quoi. Je l'avais dit qu'il mettait une bombe. Il a mis quel bon. Il a menacé de bombarder les édifices publics. Est-ce qu'il avait Je me rappelle, c'était en juin 2017. Et tu viens de dire ça à la télé. Il est venu dire ça à la télé. Et il est venu décréter des villes mortes à tel point qu'il y a eu la panique. Même à l'étranger, j'ai été paniqué. C'est un déprimé mental, ce mec. Tu as vu la bombe? Est-ce que c'est sérieux? Un gars sérieux. Bon, s'il avait posé aussi une de ces bombes à Yoban FM, est-ce qu'on parlerait de ça aujourd'hui? Non, Gina, tout le monde l'a pas. Ah, non, je pense quand même que le système juridique a été très dur avec lui. Il fallait peut-être qu'on l'emmène dans un asile ou bien dans un établissement pour des personnes déprimées. Parce qu'un vrai gars qui veut faire les bombes, il a deux bouteilles d'huile. Il y a eu il a tenté de menacer l'intégrité publique du territoire gabonais. Donc, il a les capacités de le faire. Peut-être à ce moment-là, pourquoi il fait une déclaration? Et il a eu des partisans. Il y a eu des manifestations. Quelles manifestations? Bon, maintenant, s'il a inspiré d'autres personnes qui peuvent véritablement... Depuis qu'Abba Minko est passé à faire ça, quelle personne qui est inspirée? Mais bien sûr, on a eu le coup d'état manqué du 7 janvier. Mais pourquoi il se prononce du fond de sa cellule? Je ne comprends pas. Voilà. Donc, il s'est exprimé pour marquer son soutien à Noureddine Bongo Valentin. Tout comme il y a également des mouvements de jeunesse. Vous connaissez ces fameux mouvements de jeunesse aujourd'hui que beaucoup de personnes, aussi bien de la majorité que l'opposition, décrit. Vous avez désormais une flopée de mouvements de jeunesse qui reviennent au galop, alors que hier encore, ils chantaient, ils magnifiaient les actions de Brice Akuja Alianga lorsqu'il était directeur de cabinet, mais ces mêmes reviennent pour chanter désormais les louanges, consacrer leurs prières à l'endroit de M. Noureddine Bongo Valentin. On espère tout simplement qu'il y aura quand même beaucoup de sagesse qui vont habiter ce jeune cadre qui vient d'être nommé. 28 ans, c'est pas un âge suffisamment important. Ça sous-entend que la charge même qu'on lui confie, c'est une charge
suffisamment difficile pour ses épaules. On espère qu'il va s'entourer des personnes capables de l'orienter, de lui amener des idées nouvelles, puisqu'il est chargé finalement de faire en sorte que les recommandations du chef d'État soient matérialisées en actes sur le terrain, parce que c'est désormais l'étendue de ses missions. Donc aujourd'hui, on comprend qu'il va au-delà de la simple expression du besoin de pouvoir suivre l'action du cabinet présidentiel, mais également de pouvoir faire en sorte que le gouvernement puisse implémenter les désirs du chef de l'État, sinon les engagements pris par le chef d'État vis-à-vis des populations, notamment en ce qui concerne le bien-être, la santé, l'éducation, le logement, la route et tout ce qui suit et qui pourrait concourir au développement de notre pays. Dès cet instant, il faut souligner que dans la même course, il y a eu aussi des religieux qui se sont levés pour dire que l'état actuel du pays commande à ce qu'il y ait démission de tous ceux qui gèrent une parcelle de l'autorité de l'État. On a par exemple le Monseigneur Mathieu Madega, évêque de Mouila, président de la conférence épiscopale, donc l'assemblée ou l'association des évêques du Gabon, qui a condamné la misère dans laquelle croupissent les populations gabonaises. On a également Monseigneur Jean-Bernard Assokomvé, qui est curé de la paroisse Immaculée Conception de Bitam, ancien vicaire épiscopal du diocèse d'Oyem, qui lui également, c'est lui qui a demandé à ce que tous ceux qui ont la charge, qui ont une parcelle d'autorité de l'État et qui restent passifs dans la gestion, du moins dans l'état actuel du pays, devraient, en leur âme et conscience, sinon pour la crainte de Dieu, décider de démissionner, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on soit dans un pays qui a d'énormes potentialités, mais qui n'arrive pas à subvenir aux besoins primaires de ces populations, qui n'arrive pas à protéger ces populations, qui n'arrive pas à porter le sourire. Et quand vous regardez le Gabonais aujourd'hui, le Gabonais est malheureux et ce n'est pas normal. Et on espère tout simplement que, au-delà du renouvellement du gouvernement, au-delà du réaménagement du cabinet du président, le président de la République prend sur lui l'engagement de faire en sorte que désormais les décisions qu'il aura à prendre impactent positivement sur les populations pour qu'on n'ait plus à vivre la situation de calvaire qui est celle des Gabonais aujourd'hui. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Pépé, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. D'accord. Mais Mosley il parle à ta rubrique. Hein. Oui, non, c'est bon. D'accord. Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Le Monseigneur. Franchement, je pense que le Monseigneur, il faut qu'il fasse une grande rencontre de tous les hommes de Dieu du Gabon pour qu'eux-mêmes aussi se posent et ils essaient d'analyser d'abord leurs actions dans la crise que le pays a connue ou connaît ces derniers temps, et ensuite qu'ils n'appellent pas les gens à la démission, parce que si quelqu'un n'a plus la crainte de Dieu, qu'est-ce qui fera en sorte qu'il démissionne? Au contraire, c'est de faire en sorte qu'il ait la crainte de Dieu en lui disant que si tu ne démissionnes pas, tu vois, il se pourrait que... Mais même la crainte de Dieu, ils n'ont plus. Donc, à quel niveau sommes-nous? Et je disais que l'Église doit se poser elle-même. Et puis commencer aussi à... Parce que c'est pas... Moi, je ne protège pas quelques personnes, mais ne regarde pas la poutre dans l'œil de l'autre. Quand tu oublies l'okoumé qui est dans le tien. L'Église doit se poser aujourd'hui. Oui, le kevazingo. L'Église doit se poser aujourd'hui. Et puis analyser aussi son implication et ses actions dans la crise. C'est que lorsque tout ça s'est passé, où est-ce qu'on était? Et puis l'église dit véritablement si son action a été bonne ou pas, s'ils ont bien fait les choses, ou comme disaient les gens de Kingele aujourd'hui, s'ils ont raté à un niveau, comment ils peuvent redresser les choses et ainsi de suite. Parce qu'on sait que notre pays, l'église joue un rôle très très important, un rôle central. Sauf que lorsqu'on est dans la difficulté, on ne voit pas le rôle central de l'église là. Merci, c'était donc Gina et Mosley donc ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Da Fresh Morning.